can't lose one more friend. Everyone keeps telling me how my story is supposed to go. Hey! Je voulais mettre un hoodie pour m'habiller un peu à la Miles Morales, mais avec la température qu'il fait quand je tourne ces vidéos, je vais crever. Donc je suis à la place habillé en hipster. Ou en Peter Parker, c'est comme vous préférez, en nerd. Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Spider-Man Cross the Spider-Verse, après Into the Spider-Verse, et avant Beyond the Spider-Verse, qui sortira plus tard, beaucoup plus tard, parce que le film a été repoussé d'ailleurs, il devait sortir dans 1 an ou 2 ans je crois, et ils ont repoussé d'1 an, ou un truc dans le genre. Donc du coup, on va mettre un petit peu de temps avant de voir la conclusion venir. Mais il s'agit donc du deuxième volet de la saga Spider-Verse qui avait été commencé par Spider-Man Into the Spider-Verse, qui à l'époque avait été complètement ignoré par le grand public, qui avait... Combien avait fait le premier? Ouais, le premier avait difficilement grappillé 384 millions de dollars à l'échelle mondiale, et celui-ci a doublé la mise, il est arrivé aux 600 et quelques. Donc tant mieux, il a enfin eu la reconnaissance qu'aurait dû avoir le premier film. Le premier film a heureusement été reconnu par les Oscars, qui lui ont refilé l'Oscar du meilleur film d'animation, ce qui est un exploit et un miracle, parce que d'habitude ça part chez Disney. Donc heureusement sa qualité a été reconnue, mais du coup Sony s'est dit, ben maintenant on va lancer les suites, et c'est la première de ces suites. Bon, vite fait, avant d'analyser le film, l'histoire donc de ce deuxième opus, c'est que Miles retrouve Gwen qui débarque dans sa dimension pour résoudre une mission, et cette mission est liée à un nouveau méchant qui vient de débarquer dans la vie de Miles, qui s'appelle la Tâche, qui a tout un tas de trous dans son corps, de taches noires, qui sont en fait des portails. Et Gwen va révéler à Miles qu'il y a tout un Spider-Verse, avec tout un tas de Spider-Man qui les attendent, qui ont quelques questions à poser à Miles, notamment. C'est pas exactement ce pourquoi elle va le voir, etc., mais si je veux résumer l'histoire grosso modo, sans aller dans les spoilers et machin, on va dire que c'est ça. Voilà. Donc ça c'est mon résumé le mieux possible, sans spoiler. Miles replonge dans le Spider-Verse pour régler un nouveau problème. Mon commentaire... Mes petites notes sont là. Mon commentaire va être que c'est très cool. C'est toutes les qualités du premier film, avec plein de défauts, rajoutés en plus. Et les deux défauts principaux, c'est lent et c'est trop. Mais genre, les deux, enfin vraiment quoi, c'est vraiment trop lent et vraiment trop. Combien de temps faisait le premier film? 1h40, celui-ci fait 2h20. C'est au moins 20 minutes de trop, si ce n'est 30 ou 40. C'est vraiment le premier défaut que je vais avoir reproché à ce truc. Parce que la première fois, je l'ai vu en salle, et je l'ai revu donc en VOD juste avant de faire cette vidéo. Maintenant, c'est comme ça que je fais, hein. Je les revois juste avant de faire la vidéo, comme ça me les remet en tête, parce que sinon, j'ai quelques mois d'attente. Je ferai pas forcément ça pour les prochaines fois, parce que là, j'ai eu du temps avant de voir venir. Je m'étais dit que j'avais peut-être eu un problème, parce que je devais prendre quelques notes en même temps, la première fois quand j'avais été en salle. Et du coup, peut-être que ça m'avait trop distrait, et que j'étais pas assez dans le film. Et que c'est pour ça que ça me paraissait un peu long, mais non, en fait, c'est vraiment beaucoup trop long. Maintenant, du coup, que j'ai le timecode sous les yeux, je me rends compte à quel point c'est limite aberrant. Il faut 1 heure avant que l'histoire démarre. Je ne me fous pas de votre gueule, j'ai pris en note les timecodes. Il faut 1 heure avant que l'histoire démarre. Les 45 premières minutes, Gwen et Miles ne se rencontrent même pas. C'est-à-dire que c'est sur un film de 2h20, c'est effectivement la durée qu'aurait à peu près l'acte 1, présentation et tout bordel, sauf que généralement c'est pour des films qui sont en one shot. J'ai beaucoup entendu comme reproche de la part du public sur ce film que le défaut du film c'était d'être une première partie, qu'on voyait bien que c'était juste la mise en place des éléments et pas les payoffs de tous ces setups. C'est effectivement le cas, mais c'est pas ça le problème du film. Le problème du film, c'est pas que c'est juste la partie setup. C'est qu'elle est beaucoup trop longue pour pas grand chose, parce que la première heure de film, c'est juste résumer quelle est la vie des deux personnages, et entre la 45e minute et 1 heure, ils se la résument chacun l'un à l'autre. Ce qu'on vient de voir pendant les 45 premières minutes. Et c'est même ça qui rend le truc encore plus lent, c'est que, au bout de 45 minutes, Miles et Gwen se rencontrent, donc tu te dis, bon bah maintenant, ça y est, ça va être, l'histoire va être lancée, et c'est Miles et Gwen qu'on va suivre, quoi. Et non! Ils retournent au truc où Miles était juste avant qu'ils se retrouvent, et ils reprennent une scène, à ce moment-là, qui continue les thèmes qui étaient lancés dans cette scène-là. Et tu fais, mais en fait, c'est pour ça, c'était pas juste une impression, c'est pour ça que ça avance pas.
C'est que vraiment, déjà, les scènes mettent beaucoup trop de temps. Les scènes, enfin, un thème met au moins 10 minutes à être traité. Genre, l'introduction qui présente Gwen, ça met 10 ou 15 minutes avant de traiter le truc, quoi. Et c'est juste le thème de son aventure. Et il leur faut 10 minutes pour mettre ça en place. T'as 10 minutes sur Miles qui essaye d'aller à sa réunion d'orientation. T'as 10 minutes sur la tâche, l'ennemi qu'il rencontre au milieu du truc, quoi. Bon, peut-être que les 10 minutes sont mélangées, mais chaque thème est traité sur beaucoup trop longtemps, en fait. Il y a une course-poursuite, j'essaye de faire avec et sans spoiler pour l'instant, mais il y a une course-poursuite qui démarre à 1h30, qui s'arrête à 2h. Et il se passe pourtant pas grand-chose dans le truc, mais c'est beaucoup trop long, c'est surchargé, et c'est ça le truc, c'est qu'en fait c'est lent parce que c'est surchargé. Mais vraiment surchargé, quoi. Il y a, dans le premier film, ce qui passait très bien, c'était le côté extrêmement rapide qui était typique de Spider-Man qui a la tchatch et qui fait des trucs très rapidement et qui, avec ses mouvements d'araignée très vifs et très brusques, etc. et qui peut, du coup, sortir des one-liners parce que même son esprit réfléchit extrêmement vite, etc. Et en fait, dans celui-ci, t'as l'impression que c'est limite du remplissage, en fait. T'as l'impression que dès que les personnages ne sont pas directement face à l'écran et en train de parler, les réalisateurs leur ont rajouté des tonnes et des tonnes de discussions qui mènent à rien et qui sont qui mènent à rien ou qui sont sur rien. Ça parle de leur personnage. C'est le truc qu'on va beaucoup m'approcher, je pense, pour dire ce que je vais dire, c'est que c'est beaucoup du développement de personnages. Mais du développement de personnages qui est un peu évident et qu'on connaissait déjà et qui avait un peu été présenté dans les films d'avant, etc. Mais surtout, le truc, c'est qu'en fait, ils finissent par se parler les uns au-dessus des autres et les blagues commencent à se chevaucher les unes aux autres et au bout d'un moment, en fait, ça devient juste compliqué à suivre. Aussi bien au niveau des échanges qui se font entre Spider-Man ou avec d'autres personnages, que au niveau de l'action, par exemple. Il y a un truc que j'ai remarqué dans mon deuxième visionnage, que j'ai pas remarqué dans le premier, quand la tâche l'attaque au tout début à son lycée, il y a une sorte de sculpture, on va dire, de construction en métal, et en fait, j'avais pas du tout remarqué, mais la tâche détache cette sculpture de son truc, et le truc tombe, et il y a les boules qui commencent à tomber à côté d'eux dans la rue, etc. Et en fait, je m'en étais même pas rendu compte. Et notamment parce que même eux s'en rendent pas compte. En fait, il finit par se passer tellement de trucs que le film peut même pas te montrer la résolution de tous les problèmes qu'il te met à l'image ou de tous les trucs qu'il te rajoute à l'image. T'as l'impression que c'est un peu ça, quoi. C'est allez, faut qu'on rajoute un truc, faut qu'on rajoute une vanne, faut qu'on rajoute un perso, faut qu'on rajoute une réplique, faut qu'on rajoute un machin. Ça fait un petit peu trop fourre-tout et en fait, je trouve que ça fait un peu indigeste. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'ils mettent, il y a des trucs qui sont pas forcément très essentiels dans tous les rajouts qu'ils font. Je dis déjà, ça fait vraiment une cacophonie, mais il y a des fois où justement tu peux pas louper un truc, mais ils mettent quand même un truc qui te répète. C'est-à-dire que il y a beaucoup d'indications de texte. Par exemple, quand tu vas dans les univers parallèles, il y a des textes qui te disent de quel univers vient tel Spider-Man, etc. pour ceux qui sauraient pas. Et il y a des didascalies qui apparaissent. Vous savez que comme parfois t'as une case qui dit pendant ce temps ailleurs ou un truc dans ce genre-là. Et là t'as un moment où Miles essaye de rentrer chez lui. Il abandonne les 2 gâteaux qu'il a avec lui dans le taxi. Et d'un seul coup t'as une scène où tu vois le taxi qui passe. T'as Miles qui est derrière en train de faire « No, 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 no !» en train d'aller chercher ses gâteaux. Et au-dessus, t'as marqué « Pendant ce temps, le gâteau fait un voyage. » Il fait « Oui, merci Captain Obvious, on avait vu. » Pourquoi? Il y a tellement de scènes où il se passe beaucoup trop de choses et tu finis par louper des éléments où t'aurais peut-être eu besoin d'un petit truc de texte qui t'aurait dit « Et là, il s'est passé ça. » Là, pour le coup, on l'avait vu. Je pense que personne n'avait pu passer à côté de ce truc-là. Peut-être qu'il y a des gens qui n'auraient pas porté assez attention, qui n'auraient pas reconnu le taxi. Éventuellement, mais a priori, c'est quand même assez évident. Et puis justement dans le côté fourre-tout, mais vraiment tout et n'importe quoi, c'est-à-dire qu'à un moment, pendant cette baston entre Spider-Man et la tâche, il y a une oie qui débarque. Ou un cygne, je sais pas, enfin quel est le truc, mais tu sais pas ce que ça vient foutre là, on est en plein milieu de New York, je vois pas où est-ce qu'ils ont pu récupérer ça. D'un seul coup, t'as une oie ou un cygne dans le truc, et tu me dis ouais. Quoi? C'est une blague, il est censé se passer un truc. Est-ce qu'il y a un Spider-Man oua quelque part et c'est un setup pour le prochain film où ça va être un personnage super important, mais c'est au milieu de la baston, t'as ce truc-là et c'est vraiment dans ce côté. Il y en a trop et des fois ils mettent un peu tout n'importe quoi et le truc qui leur passe par la tête quoi. C'est oh bah là ils sont juste tous les deux en train de se battre, il y a peut-être pas assez d'éléments. Ah, vas-y on va rajouter un animal au milieu du truc et tout. Tu fais oui si vous voulez. Et c'est un avantage et un inconvénient d'ailleurs que ce soit trop chargé, trop lent et du coup, comme c'est trop chargé, trop rapide en même temps. Le public, quand j'étais dans la salle, je sais pas si c'était que des Gen Z ou un truc dans ce genre-là, mais alors c'était incroyable, j'avais jamais vu ça. Si le film se pose et les personnages discutent plus de 2 minutes, les gens décrochent. J'ai trouvé ça dingue dans ma séance, c'était dès qu'il y avait un moment où il y avait une trop grosse discussion, même des personnes un peu plus adultes, avec un peu plus mon âge, voire même un peu plus vieilles que moi, c'était... tac,
On allume ça en plein milieu du cinéma, et puis tac tac, on va aller chercher, regarder son Twitter, son machin, regarder l'heure ou je sais pas trop quoi. Et tu fais, mais c'est affligeant en fait. Vous pouvez même pas rester 2 minutes attentif à une scène si ça bouge pas dans tous les sens. Il y a un problème, il y a un défaut d'équilibre. Alors c'est peut-être pas une question de Gen Z ou quoi que ce soit, c'est peut-être justement que le film n'est pas équilibré, que quand il y avait les scènes de discussion trop longues, les gens commençaient à sentir le truc. Je crois que c'est quand je me suis rendu compte des gens, enfin, qui regardaient leur portable et leur machin, c'était peut-être aux alentours de 45 minutes et quelques, donc c'est quand l'acte 1 commence enfin à se terminer, donc peut-être que les gens trouvaient juste le temps long. Mais en règle générale, quand il y avait des moments de silence, j'entendais toujours des petits chuchotements qui arrivaient dans la salle. Et c'était pas une salle qui était particulièrement remplie, il y avait pas de groupe de chieurs qui ont parlé trop fort pendant tout le truc, etc. C'est juste des gens qui, au bout d'un moment, s'ennuyaient un peu, quoi. Après, ça veut pas dire forcément que le film est chiant. Au contraire, je dirais que... Enfin... Si, je l'ai trouvé un peu chiant au final. Mais... mais en même temps, je suis quand même investi dedans parce que les idées sont bonnes, quoi. Ça reste la qualité du premier film, mais avec beaucoup trop de choses dedans, en fait. Et même quelques défauts, mais on y reviendra. Au-delà de l'histoire, je trouve aussi que le film en fait trop au niveau du style. Et alors là, ça va être un peu compliqué, il va falloir qu'on aborde justement les questions du style. Beaucoup de personnes d'ailleurs m'ont fait des remarques parce que donc j'avais trouvé que le premier film était vachement bien et je suis en même temps quelqu'un qui déteste la 3D qui essaie de se passer pour de la 2D. Je déteste quand un film est entièrement animé dans un programme d'animation 3D en volume et qu'à la fin on met des shaders pour faire un rendu un peu différent. Et du coup les gens se demandent pourquoi est-ce que j'ai pas eu ces reproches sur Spider-Man Into the Spider-Verse? Parce que Spider-Man Into the Spider-Verse a créé son propre style d'animation. L'histoire se passait principalement dans l'univers de Miles Morales, et l'univers de Miles Morales était rendu comme aucun film d'animation n'a jamais été rendu jusque-là. C'était justement l'intérêt de faire ce film en 3D, c'était qu'on pouvait se permettre de tester l'ajout d'effets visuels qu'on pouvait même pas faire en 2D de base, parce que même en 2D, il serait chiant et compliqué à faire. L'effet de points d'impression, vous savez, du comics qu'il y a sur tous les dégradés, les trucs dans ce genre-là, c'est pas plus facile à faire si tu le dessines en 2D, quoi. Au contraire, faut garder une consistance dans ces petits points et ces machins-là. C'est au contraire un truc que tu peux faire grâce à la technologie de la 3D qui se fait passer pour de la 2D. Et en fait, c'est pas de la 3D qui se fait passer pour la 2D, c'est véritablement une 3D stylisée avec un style très particulier. Ça n'essaye pas de recopier quelque chose. Enfin, si, c'est inspiré de l'impression des comics, mais en termes d'animation, de mouvement, c'est pas quelque chose qui existait en termes d'animation. Et donc c'est ça pour moi la principale différence entre Into the Spider-Verse, enfin la saga Spider-Verse en général, et les films genre Le Chapeauté 2 qui a sorti récemment, qui sont en 3D mais se font passer pour de la 2D. Nimona surtout, plus encore que Le Chapeauté 2, parce que Le Chapeauté 2 c'est encore un peu particulier. Pour moi le rendu est en fait véritablement en 3D, c'est juste que y a un tout petit changement sur l'opacité de certains trucs, etc., qui fait que ça a l'air un peu plus dessiné. Je trouvais que c'était un peu bizarre, un peu le cul entre deux chaises dans Le Chapeauté 2, bien qu'il y ait aussi de l'animation en deux, où on change le rythme d'animation, ce qui se produit aussi pas mal dans celui-ci. Mais en fait, justement, donc pour en venir au problème, dans celui-ci, le style prend complètement le pas sur le sens. Dans le premier film, le style était là pour distinguer aussi les personnages dans leurs différents multivers. Miles n'était pas rendu comme Gwen, qui n'était pas rendu comme Spider-Pig, qui n'était pas rendu comme le Spider-Man noir, qui n'était pas rendu comme la Spider-Man manga, etc., etc. Ils avaient toujours un truc un peu différent. À la limite, le Peter Parker, qui venait l'aider, était un peu animé comme lui, mais grosso modo, ils avaient un look différent grâce au fait qu'ils venaient d'un univers différent, et les styles d'animation faisaient ressortir ça. Et dans celui-ci, je trouve que le style est maintenant là que pour le style. Typiquement, je déteste toutes les scènes de discussion entre Gwen et son père. Mais alors, on va y revenir quand on sera dans les spoilers, mais les discussions entre Gwen et son père, la dimension de Gwen est devenue une dimension complètement flashy, tout l'univers est rose. Et tu sais pas pourquoi, si ce n'est peut-être parce que c'est une fille, mais du coup c'est pas très progressiste pour un film qui arrête pas de faire des petites allusions woke et des machins genre là, on y reviendra vite fait, il y a 3 petits trucs qui sont très bizarrement traités dans le côté faire la leçon. Mais donc ouais, le style, la dimension de Gwen est ultra flashy et surtout ils en font des tonnes, c'est-à-dire que ils veulent en fait donner un côté émotionnel au rendu des décors, ce qui est un petit peu ce qu'ils faisaient dans le premier, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire que dans celui-ci, quand Gwen et son père sont en train de parler, d'un seul coup, le décor derrière disparaît et devient abstrait, ça devient juste des coulures de pinceau, ou des traits de pinceau comme ça, qui sont un petit peu éloignés dans la profondeur et qui vont bouger avec le mouvement de la caméra, ou continuer à couler derrière le truc. Il y a même un moment où tu te mets à avoir des formes géométriques ou des formes abstraites qui apparaissent derrière les personnages pour montrer leur état d'esprit et tout, et je fais... Vous en faites beaucoup trop en fait. Là, enfin, ça devient gras, limite comme effet quoi. C'est peut-être dessiné au crayon gras, mais vraiment ça devient gras quoi comme truc. Enfin c'est trop, c'est beaucoup trop. Et je me souvenais pas que la dimension de Gwen était comme ça, enfin avait ces couleurs là, était dans ce truc là, etc.
J'ai d'ailleurs un souci peut-être avec ça, c'est que les dimensions essayent vraiment d'être différentes les unes avec les autres. Et du coup, ça gâche un twist qui se produit un peu plus tard. J'aborderai ça du coup dans la partie spoiler. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais sortir sans spoiler par rapport au film. Maintenant, si je veux pouvoir aborder certains trucs en détail, il faut que je spoil un petit peu. Donc voilà, partie spoiler, et rentrons un peu dans le détail de trucs qui m'ont plu ou qui m'ont pas plu. Pour revenir à Gwen et son père, du coup, je ne comprends pas le délire qui n'a pas de sens dans son univers. Au début, on nous résume pourquoi, le problème de Gwen par rapport à Peter Parker et par rapport à son père, capitaine de la police, qui la pourchasse parce que dans son univers à elle, son Peter Parker est mort et la police pense que c'est elle. Et je sais pas si c'est inspiré d'un des comics. J'ai le sentiment quand même qu'ils font quelques trucs originaux pour eux-mêmes dans ces films-là, donc ils auraient peut-être pu un peu le changer. Si c'est ça dans les comics, ça n'a pas de sens dans les comics non plus, je vous le dis tout de suite, ce sera pas une excuse à me sortir, mais c'est comme ça dans les comics. Ça n'a pas de sens, fallait le changer. Il y a le bal de fin d'année, d'un seul coup t'as le lézard qui débarque, parce qu'en fait dans cette dimension-là c'est Peter Parker le lézard. Il commence à défoncer absolument toute la scène, à tuer des gens, etc. Gwen, tuer des gens c'est peut-être pas mis face caméra, cela dit, mais justement, c'est peut-être là-dessus qui joue. Gwen débarque, elle l'attaque, et il y a un pilier qui finit par tomber sur le truc, et du coup, ça le bute, et sous le pilier, elle voit Peter Parker. Et à ce moment-là, les flics débarquent, ils voient Spider-Woman au-dessus de Peter Parker, et ils font « Ah, elle a buté Peter Parker !» Et tu fais... Est-ce qu'à chaque fois que vous débarquez sur le lieu d'un de ces combats avec un ennemi, vous partez du principe que toutes les personnes qui sont mortes sur le terrain sont mortes à cause d'elle, et pas de l'ennemi? Putain de merde! Il y a une promo entière de collège, de lycée ou je sais pas trop quoi, qui sera capable de te dire, mais non monsieur, c'est qu'il y a un gros lézard qui nous attaquait, parce qu'il y en avait peut-être aussi quand même qui étaient encore dans la salle, et qui ont vu la transformation du truc. J'aime bien parce qu'après, il y a toute une scène qui se déroule au musée Guggenheim, je crois, il me semble, à New York, et il y a tout un truc avant, parce qu'il y a un hélicoptère qui va se casser la gueule en bas. Gwen et d'autres personnages sont en train d'essayer d'empêcher l'hélicoptère de tomber. Et tu fais, mais pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point sur l'hélicoptère qui est en train de tomber, les pilotes sont plus dedans, etc. Et en fait, en bas, il reste des gens. Il reste des civils en bas du musée Guggenheim qui sont restés regarder le combat entre les personnages pendant 10 minutes et qui, voyant un hélicoptère leur tomber dessus depuis le haut du truc, ne bougent pas et restent là sans aucun souci. Et tu fais du coup, si vous pouvez rester en bas quand il y a une grosse baston comme ça et un hélicoptère qui vous tombe sur la gueule, il y en a probablement un ou deux qui sont restés dans la salle de bal jusqu'à la mort du lézard et qui ont vu du coup que Gwen n'a pas du tout tué le lézard. Ça, en fait, c'est ça qui est dingue, il y a aucune preuve directe, il y a aucun lien qui dirait que c'est elle qui l'aurait buté. Mais du coup, toute sa vie est chamboulée par ça, et les flics la recherchent pour ça, etc. Et en soi, ça n'a aucun sens. Et je sais que des fois, on abuse sur certains trucs, on accuse des gens qui n'ont pas forcément fait les trucs, etc. Mais c'est pas ici, c'est pas la situation. Je vois aucun moyen pour que, quand ils arrivent dans ce problème, en sachant qu'il y a un gros monstre qui a attaqué, ils se disent « Bah oui, c'est Gwen qui a tué le mec, évidemment !» Comment? Pourquoi? Enfin, c'est complètement con. Et la relation entre Gwen et son père, je la trouve débile du début à la fin, quoi. Donc déjà, il y a ce problème-là, à ce moment-là. J'adore le moment où, du coup, elle révèle à son père qu'elle est Spider-Woman. Et son père qui l'interrompt et qui lui fait « Depuis combien de temps tu me mens ?» Et tu fais « Écoute, vieux, j'ai envie de te répondre, depuis qu'il y a une Spider-Woman. » Ça me semble vraiment être la question la plus conne à poser dans cette situation. C'est la moins importante, la moins pertinente, la moins intéressante, quoi. C'est « Depuis combien de temps tu me mens ?» Sur le fait que je suis Spider-Woman, a priori depuis qu'il y a une Spider-Woman, papa. Enfin, c'est... Bordel, je pensais que t'étais plus intelligent que ça. Hein. T'es sûr que t'es un bon capitaine de police, parce qu'avec deux neurones comme ça, tu vas pas aller loin. Leur réconciliation vers la fin, quand elle débarque et que le père fait non, mais en fin de compte, maintenant que t'es revenu et que tu viens de discuter avec moi, etc., en fait, je peux plus être capitaine de police et je vais arrêter, etc. Et tu fais... Pourquoi? Enfin, t'es pas obligé d'arrêter d'être capitaine de police pour ça. Enfin, c'est... Juste écoute ta fille, et quand elle te dit que du coup elle est pas responsable du truc, tu trouves un moyen de faire passer dans les papiers de la police qu'elle est pas responsable du truc, tu plantes un indice quelque part, tu fais quelque chose, mais enfin, je vois pas du tout quel est le problème et pourquoi faudrait qu'il quitte la police, quoi. C'est, bon, ça va poser des problèmes pour le troisième film en plus, parce qu'apparemment ça va retirer un événement canon. Enfin, j'ai pas compris leur relation du début à la fin, et l'illustration de leur relation était ultra énervante, je trouvais que c'est beaucoup trop de forme par rapport au fond. Parce que c'est un fond c'est une forme qui essaye de retranscrire le fond, mais beaucoup trop de forme par rapport au fond. Et donc voilà, c'est vrai que tous les passages entre Gwen et son père, j'ai détesté, et je trouve qu'il y a des trucs qui sont pas cohérents dedans en plus. Et alors du coup, on va partir là-dessus, j'ai un problème avec la cohérence de cette histoire, en règle générale, qui me paraît assez absurde.
Alors, il y a un truc, déjà, c'est... Il y a un moment où on fait une réplique, donc il y a Miguel qui débarque, qui est le gros boss du Spider-Verse, et qui dit à Miles, qui vient là pour corriger les problèmes dans le multivers, et il dit « Ne me parle surtout pas de ce crétin de gamin dans l'univers, et de Doctor Strange, dans l'univers 199-999, donc 199 999. » C'est la première fois que je l'ai dit en français, dis donc. Déjà, là, il y a un problème. C'est que dans le MCU, on nous explique aussi donc qu'il y a un multivers, qui doit a priori être le même que celui-ci. Quand même, hein, parce que les numéros des multivers qui sont dans ce Spider-Man, c'est le numéro des multivers du MCU. Et d'un seul coup, l'univers du MCU est redevenu 199 999. Alors qu'ils nous ont dit dans les films du MCU que c'était l'univers 616, comme les comics. Ce qui était déjà incohérent, puisque du coup, l'univers des comics et l'univers des films peuvent pas être le même univers et avoir le même numéro. Je sais que l'un est une adaptation de l'autre, mais si on va dans la logique du truc que y a des univers différents, avec des histoires qui se déroulent un peu différemment, et comme les histoires des films se déroulent différemment des histoires de l'univers 616, il y a aucune raison pour que le MCU soit l'univers 616, et non pas 199999, comme il l'avait dit au début, quoi. Et en plus, si Miguel doit venir réparer les problèmes causés par le Peter Parker de cette dimension, ça veut bien dire, ça confirme que tout son délire dans cette histoire sur ce qu'il voulait faire en sauvant les méchants et tout le bordel, ça n'avait aucun sens, aucune raison d'être là. Et alors le truc qui est assez important dans l'histoire, la grosse révélation qui nous amène et qui à mon sens est pas cohérente du tout, c'est que Miles n'aurait pas dû être Spider-Man, il y avait déjà un Spider-Man dans son univers, et l'araignée qui l'a mordu ne venait pas de son univers. Faudrait que je revoie le premier film, mais c'était sous-entendu. Enfin, on voyait un truc différent sur l'araignée. Elle était, il y avait le 42 tatoué dessus. Elle était un peu bizarre au niveau de rendu. Je vous avoue, je me souviens pas du tout. Je l'ai pas revu. Je l'ai revu une fois après sa sortie en salle, et c'est tout, quoi. Ça me semblait pas forcément dit dans le truc. Il y a le méchant La Tâche qui débarque du coup à ce moment-là aussi, qui était hors caméra pendant le premier film, mais ça, on s'en fout complètement. C'est pas du tout important. Je trouve au contraire que ça marche plutôt bien dans le truc. Ce que je trouve très bizarre, c'est, un petit truc vite fait. La Tâche est exactement le même type de personnage que Electro dans Amazing Spider-Man 2. C'est un personnage qui considère que sa vie a été gâchée par Spider-Man et qui devient méchant pour ça, mais qui est un peu ridicule dans son rendu de méchant et qui est un peu ridicule dans son attitude en général. Et dans ce film-là, ça passe, mais dans Amazing Spider-Man 2, c'était de la grosse merde. Et tu fais, oui, mais on va me dire, mais celui-là, il est plus proche des comics, c'est un peu plus foufou. Et tu fais, bah, mais ils étaient censés être plus foufou, ils sont censés être foufou, les films Spider-Man aussi, quoi. Les Amazing Spider-Man, notamment, ils ont des trucs un peu farfelus, quoi, dans le truc. Et bizarrement, quand on essaie de le faire dans un film, du coup, c'est pas bien. C'est... Je sais pas ce que les gens ont eu contre Amazing Spider-Man 2. Bon, bref. Le méchant est quasi le même truc. J'ai bien aimé d'ailleurs, au final, La Tâche, le personnage tel qu'il est, et j'aime beaucoup la séquence où, justement, il devient un gros méchant. Il l'appelle le méchant de la semaine, comme on appelle ça, justement, la pratique du comics, de faire venir un méchant différent toutes les semaines et tout le bordel. Et quand il devient, justement, le super méchant, qui devient entièrement noir, qui se met à parler un peu différemment, quand il devient vraiment méchant, le truc devient vraiment angoissant, il y a une bonne musique et tout. La musique est sympa, d'ailleurs. Il y a une musique qu'on voit souvent quand il y a Miguel, qui est un espèce de, je sais pas, comme un sample mais qui serait en train de déconner sur un truc de vinyle, ça fait wouh, enfin c'est très très cool, j'aime beaucoup, c'est un peu viscéral comme truc, c'est une musique qui marque bien du coup. Il fait donc débarquer l'araignée qui mord Miles Morales, et du coup il devient le Spider-Man de cette dimension, utilisant donc l'araignée d'un Spider-Man d'une autre dimension, qui du coup ne peut pas devenir Spider-Man. Et c'est du coup la révélation à la fin, c'est que Miles Morales, dans cet autre univers où devient l'araignée, n'est pas devenu Spider-Man, donc il est devenu le Prowler, comme ils appellent en anglais, je sais pas comment il s'appelle en français, donc celui qui était son oncle dans le premier film. Et on se rend compte de tout ça, on apprend tout ça, parce que Miles utilise une machine dans le Spider-Verse, qui le renvoie dans sa dimension d'origine, mais la machine a lu l'ADN que l'araignée lui a transmis, qui vient donc de son univers à elle, et donc elle a renvoyé Miles dans le mauvais univers. Si c'est vrai, ça veut dire que naturellement, dans son corps, Miles Morales est un mélange de sa dimension et de la dimension d'où vient l'araignée. Il a son ADN et l'ADN que lui a rajouté l'araignée, qui l'a transformé en Spider-Man. Donc en fait, il devrait être constamment instable dans sa propre dimension, ou aussi stable dans sa propre dimension que dans la dimension parallèle, l'univers 42, donc c'est la vérité absolue, l'univers 42 dans lequel il se retrouve à la fin de ce film-là, mais dans lequel il réalise qu'il est pas dans la bonne dimension parce qu'il se met à se détacher justement. Et tu fais, au contraire, ça devrait être ta dimension, c'est même là qu'on t'a renvoyé.
Donc, il y a un truc qui est bizarre, qui a pas vraiment de sens dans cette histoire-là, et si la machine a lu son ADN comme l'ADN d'un autre univers, a priori, il devrait pas pouvoir vivre dans le sien. Enfin, c'est un truc qui me paraît un peu bizarre. D'ailleurs, c'est là que je disais qu'on vend le twist à cause du style. C'est que Miles donc essaye de rentrer chez lui, et t'as Gwen et les autres Spider-Man qui essaient de le poursuivre. Et les plans arrêtent pas de couper des uns aux autres en nous faisant croire que tous les personnages vivent la même scène. Il y a Gwen qui est à la fenêtre de Miles, et Miles qui est en train de parler à sa mère, et t'as l'impression que Gwen réagit à ce que dit Miles. Et petit à petit, il t'amène à la révélation que, en fait, non, ils sont pas dans le même univers, et Miles est retourné dans le mauvais univers. Le truc, c'est que le twist, il a été vendu dès le début, le code couleur est complètement différent. C'est bleu, vert et rose dans la dimension 42, et c'est vert et rouge dans la dimension d'origine de Miles. Ça te vend justement le twist, et en fait, c'est le problème, c'est que le twist met 3 plombes à venir, parce qu'encore une fois, les scènes sont ultra longues, mais tu l'as vu venir, le twist. Enfin, bordel, au bout d'un moment, tu vois bien qu'il y a une différence de style entre les deux. Le film, t'as éduqué à aller chercher en voyant les autres rendus d'autres univers, etc. Donc tu fais, non, enfin, je suis désolé, mais faites gaffe, quoi. Est-ce que j'avais autre chose dans les incohérences? Non, j'ai pas. Pour revenir par contre aux problèmes de longueur de l'histoire qui sont beaucoup trop exagérés, j'ai eu un souci avec la fin. La fin, c'est le Seigneur des Anneaux 3. Enfin, vous savez, le Seigneur des Anneaux 3, ça n'en finit pas de finir, et c'est un peu la même chose ici, c'est-à-dire qu'il y a tellement de scènes où tu pourrais penser que ce serait la fin, et que ce serait un bon endroit pour dire bientôt la suite à suivre, etc. Et en fait, non, à chaque fois ça redémarre, et à chaque fois ça te rajoute un truc. Typiquement, il y a... après qu'on te révèle du coup que Miles n'est pas dans son bon univers, il se fait frapper par le Prowler, et du coup tombe dans les pommes. Et à ce moment-là, tu te dis, on va nous réveiller avec le Prowler, et il va menacer Miles, et puis on va révéler les trucs, quoi. Et on va révéler du coup que le Prowler est Miles dans cette dimension-là. Et en fait, non, à ce moment-là, tu reviens à Gwen. Gwen rentre dans l'appartement, se met à parler avec les parents de Miles, et le truc, c'est que il se dit, encore une fois, c'est très axé sur les personnages, mais c'est des trucs que tu sais déjà, et que t'as même pas besoin, en fait, d'expliquer ou de mettre en avant, ou sur lequel t'as pas besoin de faire une scène en plus, qui fait 2 minutes en plus, encore une fois, alors que t'avais déjà compris tout le truc, et c'est juste, en gros, Gwen qui dit vous inquiétez pas, je vais le retrouver, quoi. Mais il y a pas besoin des 2 minutes de préparation avant ça pour arriver à ce truc-là. Elle aurait pu juste partir de la fenêtre et aller le chercher, et se le dire à elle-même qu'elle va le retrouver, ou un truc dans ce genre-là. Est-ce qu'il y avait besoin de cette interaction avec les parents, à ce moment-là où tu sens déjà la fin venir, et tu te dis, du coup, mais ça continue encore? C'est quoi ce délire? Je trouve, enfin, vraiment, il y a des gros soucis, je trouve, dans le rythme de narration de ce film, et qu'il n'y avait pas dans le premier, parce que le premier était beaucoup plus condensé et efficace, et là, ça prend beaucoup trop son temps. Typiquement, la musique n'en arrête pas de grandir, en fait. C'est genre, la musique est terminée, c'est pam 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 pam. C'est d'en rajouter à chaque fois. Et au bout d'un moment, tu fais, on va y arriver à la fin quand même, parce que ça fait beaucoup, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire sur le film, le style et l'histoire. Je vais du coup noter 1 ou 2 petits trucs particuliers en termes de wokisme. Alors, encore une fois, j'ai pas un problème avec l'ouverture d'esprit, la mixité, la modernité, tout le bordel, et c'est pas du tout mon souci, c'est le wokisme, c'est quand c'est mal fait. Et typiquement, là, il y a des trucs qui me paraissent mal faits. C'est pas le premier film que je vois faire ça, il y avait aussi West Side Story. Il y a des passages dans le film qui sont en espagnol non sous-titrés. C'est un truc, à mon avis, très militant pour les Américains, parce que là-bas, il y a une communauté latino et mexicaine, hispanique en général, qui est très présente, et du coup, il y a souvent des trucs qui sont marqués en plusieurs langues, anglais et espagnol, même genre dans le mobilier urbain, dans les trucs dans ce genre-là, par exemple, on a beaucoup intégré l'espagnol à la culture américaine. Et du coup, je pense qu'il y a un côté un peu militant, genre on est dans la population, on est tant de pourcents de la population, etc. Vous devriez quand même parler espagnol au bout d'un moment, ou au moins le comprendre, et donc on va faire des passages en espagnol sans sous-titres.
Donc c'était ça dans West Side Story, et c'est ça dans celui-là aussi. Et je suis désolé, mais quand vous le faites à l'international, faudra peut-être vous rappeler que les autres pays sont pas les États-Unis, et que nous, on a peut-être besoin des sous-titres espagnols. Parce que moi, personnellement, j'ai eu 6 sur 20 en espagnol au bac et au truc dans ce genre-là. Donc si vous me parlez en espagnol pendant le film, je comprends que dalle, d'accord? Il y a un ou deux trucs que je vais comprendre, hein, mi hijo, ou des trucs dans ce genre-là, mais sinon, je suis perdu, vous voyez? Donc c'est ce genre de petits trucs, ça essaie d'être militant, mais au final, ça finit juste par frustrer les gens, quoi. Et je pense que aux États-Unis, comme ils sont prêts à récupérer tout et n'importe quoi pour en faire un truc partisan et faire nous contre eux, etc., j'ai envie de dire que les passages en espagnol non sous-titrés, etc., c'est très facile pour eux de partir en mode ah oui, vous voulez nous envahir, vous voulez faire disparaître notre langue, etc. C'est pas ce que moi je crois, mais ça va être très facile pour les mecs d'extrême droite américains qui ont des chaînes YouTube à la con, etc., de sortir ce genre d'argument. Deuxième élément où t'as vraiment l'impression qu'on traite très différemment les deux camps, il y a 2 Spider-Man dans cette histoire qui ont des enfants. Il y en a une qui est noire avec une coupe afro et qui est encore enceinte, et il y a le Peter du premier film qui a fait un gosse à sa Mary Jane et qui du coup a un bébé. Lui, le bébé est né et en fait il l'amène avec lui. Et le truc c'est que quand c'est la nana qui fait ça, t'as Gwen qui la regarde et qui fait mais adopte-moi tout de suite quoi, c'est la meuf la plus cool du monde et c'est tellement cool de venir bosser alors que t'es enceinte, etc. Et quand c'est Peter, on a des remarques du style « Ouais, je sais, c'est complètement irresponsable d'amener mon enfant sur une scène de bataille, etc. » Et tu fais « Si c'est irresponsable d'amener ton enfant sur une scène de bataille, c'est peut-être aussi irresponsable de te battre quand t'es enceinte. » À un moment, enfin, dans les deux cas, tu mets en danger la vie de ton enfant, donc... Voilà, quoi. Bon, peut-être que leurs corps sont très résistants en tant que Spider-Man et que du coup le bébé est tranquille tant qu'il est dans le ventre de sa mère. Il y a peut-être une astuce comme ça, mais le bébé qu'il a est très clairement une Spider-Man également. Je sais pas si ça se transmet du coup comme ça avec le sperme, ça, il faut pas se faire mordre par une araignée quand même, mais du coup apparemment le bébé l'est aussi, et donc du coup elle est aussi résistante, et donc ce serait aussi responsable de sa part, mais il y a que pour le mec blanc qu'on dit que c'est irresponsable. Je suis désolé de faire ce rapprochement là, mais c'est parce que c'est comme ça que le film les oppose. Enfin, d'un côté t'as cette meuf noire qui est un modèle, et de l'autre côté t'as ce mec blanc qui est pas du tout un modèle. Il est obligé de se défendre en disant mais si, j'ai quand même réussi à être un mentor, et j'ai quand même réussi à l'aider à avancer, etc. Tu vois qu'il y a une différence de traitement. J'essaie de pas te dire que c'est monstrueux ou que c'est un scandale ou quoi que ce soit, mais tu vois très clairement qu'il y a une différence de traitement et je trouve qu'elle n'a pas de sens. C'est pas logique que ça soit acceptable dans un cas et pas dans l'autre. Et le dernier truc que je n'ai pas compris du tout à ce niveau-là, c'est que la première dimension dans laquelle saute Miles l'amène dans une dimension, c'est dimension 50 000 quelque chose, qui est une dimension où l'Inde est la superpuissance principale qui a pris le pouvoir dans le monde. C'est transcrit par le fait qu'on est dans une ville qui s'appelle, je suis plus sûr, c'est Mumbai Nathan, ou un truc dans ce genre-là. En gros, c'est Manhattan, mais avec Mumbai dedans, ou un truc, il me semble que c'est un truc dans ce genre-là. Ce qui veut donc dire que donc les Indiens sont en position dominante, c'est a priori peut-être même eux qui sont allés se développer aux États-Unis, ou alors les États-Unis se sont développés en Inde, c'est un truc un peu particulier, mais en tout cas, voilà, on essaie de dire que c'est un monde dans lequel l'Inde a vaincu. Mais il faut quand même qu'on te fasse une remarque à un moment, où t'as le personnage qui passe devant un bâtiment qui ressemble au Capitole ou à un musée, un truc dans ce genre-là, et qui fait « Ah oui, et c'est là que les Anglais ont mis tout ce qu'ils nous ont volé. » Et tu fais « Attends, si on est dans une dimension où l'Inde est devenue la superpuissance principale du monde, ça s'est probablement pas fait du jour au lendemain, donc a priori ils se sont pas fait envahir par les Anglais, et c'est probablement ça qui leur a permis justement de se développer et d'être ce que sont devenus les États-Unis aujourd'hui, avec du coup la culture indienne, quoi. » Donc en fait, c'est ce genre de truc, c'est en soi... Vous avez raison de dénoncer les Anglais en plus par rapport à ce qu'ils ont fait en Inde. On a vu Triple R à la fin de l'année dernière. On sait très bien que les Indiens en plus en veulent aux Anglais et tout le bordel. Mais si vous présentez un univers où ils sont devenus les maîtres du monde, a priori, ça paraît aberrant que les Anglais leur aient posé des problèmes à un moment ou à un autre, quoi. Ça me paraît con. Je suis désolé, mais ça me paraît con. Et c'est justement en ça que c'est woke. Ça essaye d'être progressiste, mais c'est complètement con en essayant de le faire. Et du coup, ça fait quelque chose qui au final est étonnant. Voilà, je pense que je suis venu à bout de tout ce que je pouvais dire dans les spoilers et sans spoiler. Pour faire une petite conclusion, il y a une petite remarque que j'aime bien aussi, c'est que j'ai pas sorti, mais il a un nouveau costume, je crois. Enfin, il me semble que son costume était pas exactement comme ça avant, et il y a une bande rouge qui passe sous les bras et sous les aisselles. Tout le monde lui fait une réplique à la con, c'est mais tu saignes des aisselles ou un truc dans ce genre-là, parce que justement il y a un gros truc rouge qui descend des aisselles. C'est un truc con, mais voilà, ça m'a fait rigoler. Pour conclure, j'ai bien apprécié ce film, malgré tout. C'est ça qui est con, hein, après toutes les critiques négatives que je viens de faire, au final, j'ai quand même bien apprécié le film, et je suis curieux de voir la suite, et j'aime bien ce qui a été développé dans cet univers, ce qui a été introduit, il y a des trucs qui sont très très cool, et qui ont un bon design, qui sont très intéressants, le style
est toujours en soi plutôt bon. Je veux dire, le rythme est dynamique, ce qui t'aide à rester dans le film. Et en même temps, c'est joué avec. Il y a des moments où on fait des pauses dans le montage pour qu'il y ait d'un seul coup, t'as une montée de musique, d'un seul coup, gros silence pour faire une petite blague, et puis ensuite on reprend le truc, etc. Donc, c'était pas une mauvaise expérience en soi, si vous voulez. C'était pas désagréable, c'était juste beaucoup trop. Et en fait, au bout d'un moment, je m'ennuie, quoi. Et je pense que vous vous êtes rendu compte aussi, je pense que c'est de là que viennent, comme je vous l'ai dit, toutes les critiques qui disent « Ouais, mais c'est que la première partie, et tu sens que ça met en place la deuxième partie. » Vous avez pas tort, encore une fois, de dire ça, mais je pense pas que ce soit ça qui vous ait fait sentir, enfin, que vous ayez remarqué. Je pense que, en fait, ce que vous avez remarqué, c'est que le film était plus long. Et quand vous avez remarqué qu'il était plus long, vous avez remarqué, bah, c'est parce qu'il met en place tout un tas de trucs. Il fait, oui, mais il met trop de temps pour les mettre en place. Et il y a des scènes qui sont pas nécessaires, à mon sens, qui se répètent, ou qui avancent pas beaucoup l'histoire. Donc voilà, c'est une suite sympathique, mais qui souffre de défauts que j'aimerais beaucoup voir disparaître de la suite. J'aimerais que la suite soit plus maîtrisée. Je trouve que là, ça fait un peu fouillis, ça fait un peu brouillon, pas très abouti, peut-être trop de cuisiniers autour du plat. Et donc, voilà, j'espère que la suite sera quand même plus maîtrisée. Parce que là, il y en a vraiment trop fourre-tout, et le mieux est l'ennemi du bien. Donc voilà, j'espère un peu plus de maîtrise dans le film suivant, pour que ça fasse du coup une trilogie sympathique, mais je pense que dans tous les cas, à chaque fois que je reverrai la deuxième partie, le film du milieu, il y a un moment où il faudra que j'accélère, ne serait-ce que le début, parce que je vous dis 1h05 avant que l'histoire démarre, vraiment, sur un deuxième opus en plus, c'est beaucoup trop long. Beaucoup trop long. Voilà, tout ce que j'avais à dire sur ce Spider-Man Across the Spider-Verse. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que je vous retrouverai sur la vidéo de la suite quand elle sortira, et sur les autres vidéos de la chaîne, au fur et à mesure qu'elles sortiront. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao!